Bonjour à toutes et à tous, bienvenue et merci de votre fidélité sur Médien TV. Tout de suite, votre journal dont voici les titres. Déclaration d'Horst Köhler, l'envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU pour le Sahara, qui s'est dite encouragé hier à l'issue d'une réunion à huis clos avec les membres du Conseil de sécurité à New York. Les détails dès le début de ce journal. La journée nationale de lutte contre le cancer, c'était hier à Marrakech. Vous le verrez, à cette occasion, la princesse Lalla Salma, présidente de la fondation Lalla Salma pour la prévention et le traitement des cancers, a remis le prix national au professeur Hassan Eriani, l'un des premiers oncologues marocains. Et puis le Premier ministre libanais Saad Hariri a annoncé mercredi qu'il suspendait sa démission surprise. Il a appelé au dialogue dans un pays miné par les crises politiques à répétition. Parlons donc du dossier du Sahara marocain avec donc cette déclaration hier d'Horst Köhler, l'envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU pour le Sahara. Il s'est dit encouragé, je vous le disais en titre, une déclaration faite à des journalistes qui l'interrogeaient sur le déroulement des consultations à l'issue d'une réunion à huis clos avec les membres du Conseil de sécurité, membres qu'il avait briefés notamment sur sa dernière tournée dans la région. Avant le début de ces consultations, l'ambassadeur de France à l'ONU, François Delattre, avait lui déclaré à la presse que la récente visite dans la région d'Horst Köhler s'inscrivait dans le cadre du nouvel élan pour le règlement de la question du Sahara. De son côté, Sebastiano Cardi, l'ambassadeur d'Italie aux Nations Unies, a annoncé qu'Horst Köhler va expliquer au Conseil, je cite, ses idées et ses plans après ces rencontres donc dans la région. Il estime d'ailleurs que cette tournée récente d'Horst Köhler va insuffler, je cite, une nouvelle dynamique nécessaire pour faire avancer le processus politique. Sur ordre du roi Mohamed VI, des prières rogatoires seront accomplies vendredi à 9h30 dans toutes les régions et provinces du royaume. Le ministère des Habous et des Affaires islamiques l'a annoncé hier. Des prières rogatoires car les précipitations se font rares dans le royaume, ce qui risque d'avoir un impact négatif sur les rendements agricoles. On reste au Maroc, direction Rabat cette fois. Rabat où les funérailles du général de corps d'armée Abdelhak El Kadiri se sont déroulées hier en présence du prince héritier Moulay Al-Hassan. Après les prières d'Ador et du mort à la mosquée Al-Shuhada, la dépouille du défunt général a été transportée à la Zawiya Al-Qadiria où elle a été mise en terre. Je vous rappelle qu'il est décédé à l'âge de 81 ans des suites d'une longue maladie. Je vous le disais en titre, la journée nationale de lutte contre le cancer, c'était hier dans le royaume. À cette occasion, à Marrakech, la princesse Lalla Salma, présidente de la fondation Lalla Salma pour la prévention et traitement des cancers, a remis le prix national au professeur Hassan Eriani, l'un des premiers oncologues marocains. C'est un reportage de Raja Fadli et Kamal Ronaïm. Le récit est de Soura Aboutara. Célébration à Marrakech de la journée nationale de la lutte contre le cancer. À cette occasion, la princesse Lalla Salma, présidente de la fondation Lalla Salma pour la prévention et le traitement des cancers, a présidé la cérémonie de présentation de la synthèse et des recommandations de la conférence Cancer du sein au Maroc, une approche globale organisée en début de semaine. Un séminaire qui avait pour objectif de faire le point sur les avancées réalisées et les résultats des actions entreprises dans le cadre du plan cancer 2010 et 2019 visant à prévenir, détecter et traiter le cancer du sein. La princesse Lalla Salma a remis le prix national au professeur Hassan Rehani, l'un des premiers oncologues marocains. Il est le fondateur du premier diplôme national de spécialité en oncologie et est actuellement membre du comité scientifique de l'Institut de recherche pour le cancer de Fès. C'est un honneur pour toute la spécialité d'oncologie au Maroc. On a démarré en 2004. Il y avait à l'époque un seul oncologue au Maroc. Aujourd'hui, on compte un oncologue universitaire et 110 oncologues spécialistes qui ont, à travers leur travail, permis de faire un saut remarquable dans la lutte contre le cancer dans le royaume. Tout ceci s'est fait en collaboration avec l'association Lalla Salma de lutte contre le cancer. Le professeur Claude Chardot, pionnier de la lutte contre le cancer en France, s'est vu pour sa part décerner le prix international pour la lutte contre le cancer par la princesse Lalla Salma. Il a activement participé à la création, notamment, de l'Institut national d'oncologie de Rabat.
Voir les développements énormes qui se sont faits depuis par l'action de la Fondation et puis les universités et le ministère de la Santé. C'est quelque chose d'énorme qui est fait là, incroyable, et qui est exemplaire pour toutes sortes de pays subsahariens d'Afrique. Selon le ministère de la Santé, 40 000 nouveaux cas de cancer sont diagnostiqués chaque année au Maroc. 36% des femmes atteintes de la maladie sont frappées par le cancer du sein. C'est le cancer des poumons qui touche le plus les hommes avec 22% de cas diagnostiqués. Plus de 200 000 personnes atteintes de cancer sont chaque année prises en charge. Depuis plusieurs années, le Maroc a réalisé d'importants progrès et avancées dans la lutte contre le cancer. La cérémonie présidée par la princesse Lalla Selma a par ailleurs été clôturée par un concert exceptionnel du Deutsche Philharmonic Merck, offert par la Merck Family Foundation. Élection en Algérie où les bureaux de vote ont ouvert il y a quelques minutes. C'est en effet le jour J pour les Algériens qui doivent élire leurs responsables locaux. Près de 23 millions d'électeurs sont donc appelés aux urnes. Le dépouillement des bulletins désignera les nouveaux membres des quelques 1500 assemblées populaires communales, mais aussi 48 assemblées populaires de wilaya. Mais le spectre de l'abstention plane sur l'Algérie. C'est l'enjeu principal de ce scrutin qui a été marqué par une campagne morose. Le décryptage de Kader Abderrahim, chercheur spécialiste du Maghreb, et répondait au micro. L'abstentionnisme est devenu aujourd'hui le principal acteur politique en Algérie, malheureusement. Donc je ne pense pas que les élections communales qui ont lieu ces jours-ci dérogeront quasiment à ce qui est devenu une règle en Algérie. C'est ça qui est terrible, c'est une tragédie dont on ne prend pas conscience. À partir du moment où les citoyens des pays se détournent de la vie de leur pays, qu'est-ce qu'il reste? Ça signifie simplement que ce pays a modifié le rapport qu'il y a entre les citoyens et ceux qui les dirigent. Donc c'est terrible. S'il n'y a pas de prise de conscience rapide, voilà un grand pays qui a un rôle important à jouer, qui pourrait lui aussi sombrer dans un chaos institutionnel, compte tenu du fait que le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, est, comme chacun sait, malade, que la question de la succession n'est pas réglée et que s'il venait à disparaître, on ne sait absolument pas comment cette succession se déroulerait. Vous connaissez désormais son nom, le nouvel homme fort du Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa, s'apprête à prendre la délicate succession du président Robert Mugabe. Il devrait prendre officiellement les rênes du pays vendredi. Âgé de 75 ans, le crocodile, ainsi qu'il est surnommé pour son caractère inflexible, tient donc sa revanche après sa tentative d'éviction par l'ex-première dame Grace Mugabe. Mercredi, devant le siège du parti au pouvoir, la ZANU-PF, quelques heures après son retour d'un bref exil sud-africain, Emmerson Mnangagwa a dit vouloir relancer l'économie du pays. Robert Mugabe a en effet laissé derrière lui une économie en piteux état, détruite par ses réformes dévastatrices. La France a qualifié mercredi de crime contre l'humanité les ventes de migrants africains comme esclaves en Libye. Elle a demandé une réunion express du Conseil de sécurité des Nations Unies sur ce sujet. Le président Emmanuel Macron recevait à l'Élysée hier son homologue guinéen, Alpha Condé, également président en exercice de l'Union africaine. Alpha Condé a déclaré que ce qu'il s'est passé en Libye est scandaleux et inacceptable. Emmanuel Macron a lui insisté sur la nécessité d'aller plus loin pour démanteler les réseaux en coopérant avec tous les pays de la région. Je vous propose de l'écouter. C'est un crime contre l'humanité, c'est une des formes de trafic aussi aujourd'hui les plus rentables et qui nourrit les délinquances les plus graves et pour partie des réseaux terroristes. Il est indispensable de prévenir ces situations. Les dénoncer, les condamner sur le plan du droit international est indispensable. Lutter et tout faire pour éradiquer les trafiquants est aujourd'hui notre priorité, mais nous devons essayer de prévenir cette situation puisque la Libye est dans une transition politique. Il n'y a pas aujourd'hui de gouvernement stable. Nous œuvrons l'un et l'autre activement pour que, dans le cadre de la médiation des Nations Unies, il puisse y avoir une solution politique durable. Mais dans l'entretemps, la Libye ne peut pas soutenir une telle pression migratoire. Sous le coup d'un mandat d'arrêt international, le président soudanais Omar el-Béchir est attendu aujourd'hui en Russie. Le Kremlin l'avait annoncé en début de semaine, une première visite qui arrive peu après la levée des sanctions américaines visant à Khartoum. Initialement prévu en août, ce sera le premier déplacement d'Omar el-Béchir en Russie.
Je vous rappelle que le président soudanais est visé par 2 mandats d'arrêt internationaux émis par la Cour pénale internationale. Ils ont été lancés en 2009 et 2010 pour génocide, crimes contre l'humanité et crimes de guerre commis au Darfour, une province de l'ouest du Soudan en proie depuis 2003 à une guerre civile qui a fait 330 000 morts selon les Nations Unies. Principal soutien de son homologue syrien Bachar el-Assad, Vladimir Poutine a réuni hier les présidents turcs et iraniens dans la station balnéaire russe de Sotchi. Objectif, tenter d'unifier leurs positions sur fond d'initiative pour mettre fin au conflit meurtrier qui ravage la Syrie. Le chef du Kremlin a annoncé que Recep Tayyip Erdogan et Hassan Rouhani soutenaient son initiative d'un congrès du dialogue national syrien. Rencontre qui vise à réunir régime et opposition. Le régime syrien s'est d'ailleurs déclaré favorable à cette réunion. En revanche, alors que les principales factions de l'opposition ont entamé hier des négociations à Riyad, cette proposition n'a suscité aucune réaction parmi les quelques 140 opposants réunis dans la capitale saoudienne. Réunis pendant 2 jours au Caire, en Égypte, les principaux groupes palestiniens ont appelé mercredi à l'organisation d'élections générales en Cisjordanie et dans la bande de Gaza d'ici la fin 2018. Dans un communiqué final, les participants, principalement le Fatah et le Hamas, ont également demandé au président Mahmoud Abbas de, je cite, fixer une date pour ces élections après des consultations avec toutes les forces politiques. Ces élections seraient les premières communes à la Cisjordanie et Gaza depuis 2006. Le texte souligne l'importance de lever tous les obstacles entravant les efforts du gouvernement pour assumer immédiatement ses responsabilités envers le peuple. Le Premier ministre libanais Saad Hariri a annoncé hier qu'il suspendait sa démission surprise. Suspension en attendant des consultations sur des dossiers épineux, dont l'implication dans des conflits régionaux du puissant Hezbollah pro-iranien, partenaire de son gouvernement. Le visage grave Saad Hariri s'est exprimé dans une brève allocution appelant au dialogue dans un pays miné par la crise politique à répétition, opposant donc les 2 principaux blocs, le sien et celui du Hezbollah. Faite au lendemain de son retour au pays, cette décision devrait décrisper l'atmosphère au Liban, pris de court par la démission du Premier ministre, annoncée le 4 novembre depuis Riyad. Direction la capitale marocaine, Rabat, qui s'est transformée en capitale africaine hier. La 4e édition du Salon des musiques d'Afrique et du Moyen-Orient, Visa for Music, se tient en effet jusqu'à samedi. Pour ce nouveau volet, les organisateurs ont reçu plus de 1000 candidatures d'artistes. Le jury a retenu une 40aine de groupes. Vous le voyez sur ces images, les spectacles de cette première journée ont débuté avec 3MA, Marema pour le Sénégal, Queen Coumb du Gabon ou encore Kaligé et Faisal Azizi pour le Maroc. Un mot de sport, plus exactement de football, puisqu'hier soir, le Wydad de Casablanca s'est imposé à domicile face au Difad El Jadida par 2-1 lors d'un match report de la 4e journée de Botola Maroc Télécom. Abdelazim Hadrouf a ouvert le score à la 37e minute avec un penalty pour les Rouges et Blancs, avant que l'Ivoirien Cher Ibrahim Komara ne double la mise. Le Tanzanien Simon Msuva a lui ensuite réduit le score pour les Doukali. Auteur de sa première victoire cette saison, le WAC se hisse à la 14e place avec 6 points. Le DAJ est lui à la 5e place aux côtés du Raja de Casablanca. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous de l'information dans quelques minutes.